qu'est ce qu'on appelle un classique? Comme beaucoup de mots à l'heure des réseaux sociaux, c'est un terme qui a tendance à perdre un peu de sa substance tellement il a été utilisé. D'après Google, cela signifie qui fait autorité, digne d'être imité. Bon, ça nous aide pas trop, alors creusons un petit peu plus loin, avec qui mérite d'appartenir à la culture générale et est enseigné dans des classes, par opposition à une œuvre ou à un auteur mineur, ou qui a atteint une notoriété telle qu'il sert de référence dans son genre. Connaître ces auteurs classiques, par exemple. Ça déjà, ça nous aide un petit peu plus, qui sert de référence dans son genre, c'est-à-dire qu'on peut définir le genre en se basant sur ladite œuvre, par exemple. À travers ce prisme, il va sans dire que l'œuvre de H.G. Wells fait école, un des auteurs les plus connus de la SF, tellement connu qu'on lui apporte souvent la parenté du genre. Ce qui est faux, mais c'est vous dire l'aura du gars. Et si La machine à explorer le temps est un de ses livres les plus connus, je pense sincèrement que La guerre des mondes reste son œuvre la plus discutée. Notamment pour sa lecture à la radio qui aurait occasionné une panique, mais aussi pour l'adaptation dont nous allons discuter aujourd'hui. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Comment adapter un classique tellement connu qu'il est érigé en référence ultime, tout en appartenant à une époque viscéralement différente de la nôtre? C'est une question intéressante. Déjà qu'adapter une œuvre contemporaine n'est pas chose aisée, mettre en image une histoire publiée en 1898, il y a 125 ans tout rond, est digne d'un sport olympique. Vision différente du monde, des personnages, de la littérature, du genre, il va sans dire, pour rester pertinente dans son époque, que l'adaptation devra changer l'œuvre de base de manière drastique. Mais est-ce a raison? C'est un cas d'école que nous allons étudier aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec le War of the Worlds de Spielberg, sorti en 2005, et tout d'abord, les histoires. Oui, les histoires, cette fois-ci. Déjà, je ne peux tout simplement pas commencer à vous parler du livre sans sa phrase iconique du début. Et promis, je vous la fais en français. Personne n'aurait cru dans les dernières années du 19e siècle que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles. Ouais, ça claque sa mère. Nous sommes en 1894 et sont observés à la surface de Mars d'étranges phénomènes, des sortes d'explosions et un météore s'écrase dans le Surrey en Angleterre. Un énorme cylindre de presque 20 mètres dont est projeté un rayon ardent qui tue les badauds amassés devant le cratère et dont en sort une machine énorme à 3 jambes. D'autres tripodes, comme nous allons les appeler, armés de leurs rayons et d'un gaz toxique, se dirigent vers Londres, bien trop forts pour l'armée, et déciment tout sur leur passage, laissant derrière eux une herbe rougeâtre qui tue la végétation. Le narrateur, un journaliste non nommé, fuyant pour retrouver sa femme, raconte donc son périple, rencontrant divers autres personnages dans sa fuite, jusqu'à se rendre compte que les Martiens meurent, n'étant pas immunisés contre les microbes terriens. Le film s'ouvre sur une narration qui reprend peu ou prou l'ouverture du livre, et nous sommes présentés à notre personnage principal, Ray Ferrier, joué par Tom Cruise, travailleur sur un dock de Brooklyn, divorcé de Eowyn, et popo de 2 enfants avec lequel il n'a pratiquement plus de lien, Rachel, jouée par Dakota Fanning, et Robbie, joué par Son Goku Wish. Son ex-femme lui dépose sur sa route pour Boston afin qu'il recrée un lien. Une tempête étrange qui crame les appareils électroniques se déclenche et la foudre touche plusieurs fois le sol, réveillant des machines immenses enfouies, un tripode énorme utilisant un rayon d'énergie puissant, désintégrant la population. D'ailleurs, en les revoyant pour les besoins de cette vidéo, je trouve la scène de la sortie des aliens hyper bizarre. Genre, du point de vue des gens, c'est un tremblement de terre ou un sinkhole qui est en train d'arriver, mais tout le monde est genre trop calme. Je sais pas, la scène elle est bizarre. Ray prend ses gosses, un miracle, le padré a tellement démissionné que c'est ouf qu'il y pense, vole un van en état de marche parce que probablement trop vieux pour être concerné, Maclio Campus et moi serions des boss pendant l'apocalypse, s'échappant dans la fameuse scène du van, du typique Spielberg à grand spectacle. Il se réfugie dans un sous-sol, mais une grosse explosion l'a détruit, un avion s'étant écrasé.
une équipe de tournage leur rapporte que les tripodes ont attaqué les grandes villes. Ray souhaite ramener les enfants auprès de leur mère à Boston, mais une foule désespérée les attaque, ayant la dernière voiture en état de marche, dans une scène hyper bien foutue, et l'abandonne. Arrivés près de la rivière Hudson, ils se font surprendre par les tripodes, massacrant et enlevant des humains, et se livrant à un combat contre l'armée, que Robbie rejoint aux grandes dames de Ray. Rachel et Ray se retrouvent abrités par un mec un peu chelou, Harlan Ogilvy, joué par Tom Robbins, et parviennent à se cacher du drone envoyé par les aliens. Ils sortent de leur cachette et découvrent que le sol est recouvert d'une herbe rouge étrange. Ils assistent au prélèvement sanguin des humains pour faire pousser l'herbe, ce qui fait péter un plomb à Harlan, que Ray tue, ce qui provoque la fuite de Rachel, qui se fait attraper par un tripode. Ray réussit à se faire enlever également, et avec l'aide des autres, réussit à détruire la machine à l'aide de grenades. Rachel et Ray arrivent sur Boston, constatant que l'herbe rouge se fane et que les tripodes s'effondrent et que des oiseaux peuvent se poser dessus, indiquant que leur bouclier n'est plus actif. En alertant des soldats proches, ils abattent la machine et un alien à l'air bien malade en sort avant de mourir. Ray ramène Rachel à Eowyn, Robbie étant présent. Robbie. Le film se finit sur une nouvelle narration, reprenant la fin du livre de Wells, expliquant que Dieu, avec des très gros guillemets, a placé sur la Terre de nombreux microbes qui ont tué les aliens, leur système immunitaire incapable de gérer. Et fin. La famille du héros. L'un des éléments principaux du film et ce qui fait qu'on s'attache au personnage de Tom Cruise, c'est le fait que ce soit un papa essayant de protéger ses enfants durant l'invasion. L'ajout d'enfants, qui m'a personnellement plombé le film tellement je trouve Rachel énervante, fait pour beaucoup pour l'immersion dans le film et l'ajout d'enjeu. On craint pour les enfants, qui sont jeunes, pour Cruise, en ajoutant par-dessus un acte de rédemption, son personnage n'étant pas proche du tout de ses enfants, ce qui rajoute en plus une difficulté dans la mesure où ils n'ont pas de lien, et donc pas de confiance établie, comme dans A Quiet Place par exemple. Tout l'arc de Cruise est de se rapprocher de ses enfants, de retisser le lien perdu, presque à égalité avec la survie. Dans le livre, pour le coup, c'est beaucoup plus light. Le héros va chercher sa femme, mais soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils ne sont jamais mentionnés. Ce qui serait quand même étonnant vu l'époque à laquelle le livre a été écrit. On change donc drastiquement les enjeux et les liens entre les protagonistes dès le début, et ce n'est pas rien comme changement. La période. Et oui, c'est véritablement le plus gros des changements. De quasi 1900 dans le livre, on passe à une époque bien plus contemporaine dans les années 2000. Et je dois dire que le changement ne marche pas trop. Parce que le souci, c'est qu'on essaie de nous faire croire que les aliens ont planifié cette invasion sur des millions d'années, avant les civilisations humaines, en enfouissant leurs machines de guerre sous le sol, afin d'être activées quand le temps sera venu. Ok, ça marche bien si on reste au début du XXe siècle, mais dans une époque contemporaine où on a étudié nos sous-sols creusés pour, je sais pas, le métro, les réseaux d'égouts, de gaz, d'internet, la wifi, on aurait sûrement trouvé les machines, ou des traces de leur enfouissement, peu importe. Mais bon, on n'est pas dans de la hard SF, clairement la réflexion n'a pas été poussée jusque-là, mais ça ternit un petit peu le film quand même. Ok, ça change de la traditionnelle invasion à bord de soucoupes volantes, mais ça aurait peut-être mieux marché si, je sais pas, ils sortaient genre du fin fond des océans, par exemple, là où on n'a pas été, pas genre à Londres, genre ça n'a aucun sens. La période change aussi grandement le message de l'œuvre. Le livre, montrant l'humanité en lutte contre des hôtes hostiles, est une discussion autour de l'époque victorienne et de l'impérialisme, là où le film de Haskin, dans les années 50, montrait plutôt un contexte de guerre froide. Celui de Spielberg est clairement inscrit dans une lignée post-11 septembre, dans une Amérique en lutte contre le terrorisme, avec très vaguement des allusions à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre nucléaire étant utilisée pour se défendre. De manière pas du tout anodine, le changement d'époque change en effet grandement les chances de s'en tirer. Là où, dans le livre, les gens fuient à pied ou en calèche et ont peu de moyens de tabasser de l'alien cuirassé, dans le film, on les voit partir en bateau ou en voiture et les armes lourdes sont visibles plusieurs fois. Ça change drastiquement les enjeux quand même. Dans le livre, on a cette citation hyper classe: « This isn't a war, it never was a war, any more than there's a war between men and ants », qui du coup passe à la trappe totalement dans le film. Les humains peuvent beaucoup mieux s'en sortir. On n'est pas des fourmis. Pas du tout. On est genre une guêpe, un frelon, genre ça peut te buter, c'est pas la même. Le lieu. Je m'étendrai peu parce qu'en soi, on s'en fout, mais c'est un cliché qui revient extrêmement souvent et qui est super saoulant. On passe de Londres à Boston, parce que les aliens ne sont pas foutus de voir autre chose sur la carte que l'Amérique, c'est une putain de malédiction de film hollywoodien. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? On s'en branle. Et ben justement, qu'est-ce que ça change? On s'en branle. Pourquoi le changer, sinon pour appeler à l'américain moyen qui s'en fiche de ce qui se passe ailleurs? Le ton.
Les deux œuvres ont, peut-être étonnamment au vu du sujet, un ton très différent l'une de l'autre. Le livre, en partie dû à son époque, est raconté comme une sorte de récit historique, avec un personnage principal écrivain et qui prend donc un certain recul sur les événements. C'est assez froid comme écriture, ça a pas mal vieilli et ça peut bloquer l'investissement du lecteur, parce qu'on a du mal à se mettre dans la peau du personnage. En règle générale, le livre ne permet pas vraiment de ressentir la tension ou l'horreur des événements, tant il met une distance entre le personnage et les dits événements. Dans le film, pour le coup, on ressent vraiment cette tension, parce qu'on est du point de vue de Ray et de sa famille, notamment dans la scène où Wei et ses enfants sont les seuls à avoir une voiture, et la foule les encercle. C'est une scène hyper tendue et réaliste. 100% une foule désespérée serait prête à tabasser des gosses. La fameuse scène de course-poursuite pour sortir de Brooklyn est aussi plutôt bien foutue, mais mes deux préférées sont la scène de course avant de choper le van, où on ressent la panique à l'arrivée des aliens avec la caméra à épaule, c'est très bien foutu et ça reste du Spielberg, tu t'en prends plein la tronche et c'est hyper nerveux, et celle où on découvre l'herbe rouge par terre. Je sais pas comment la décrire, mais on ressent vraiment la lourdeur de l'atmosphère, le côté glauque de cette herbe et ce qu'elle annonce pour les humains. Deux manières de présenter plus ou moins la même histoire, on ne peut plus différentes. Les aliens, ou plutôt devrais-je dire l'arrivée des aliens, parce qu'en soi, la version de Spielberg est assez proche et le CGI est encore aujourd'hui hyper clean. D'ailleurs, je dis tripode et pas trépied comme dans la VF, parce que je suis une grande fan de Scary Movie et que le 4 utilise tripode. C'est à ce stade de l'écriture de l'épisode que je m'en rends compte, story par story, je laisse comme ça, parce qu'après tout, on s'en fout, encore une fois. Dans le livre donc, les aliens débarquent de Mars. On observe des explosions à la surface de la planète et un météore se crache, lançant l'invasion. Ils ont un rayon de chaleur qui fait bouillir les hommes pour les tuer en gros, et une sorte de fumée asphyxiante, l'herbe rouge servant en plus à terraformer, marcianiser la Terre en tuant son écosystème. Dans le film, on essaie de te faire comprendre que les machines étaient déjà enfouies, on en a déjà parlé, et que l'éclair soit les réveille, soit envoie le pilote vers la machine pour déclencher l'invasion. On a déjà parlé du problème que ça cause dans le film. A noter que le rayon est légèrement différent dans le film, car il ne fait que détruire la matière organique, et que les tripodes sont pourvus de boucliers protecteurs, empêchant l'armée de les détruire, ce qui remet un petit peu à zéro le changement d'époque et donc de technologie des humains. Également, et le changement le plus bienvenu du film, le son que font les tripodes. Écoutez-moi ça, c'est du pur bonheur. War of the Worlds version livre est un des premiers livres à dépeindre de l'invasion belliqueuse et guerrière d'une espèce alien. Mais c'est aussi une des rares, encore maintenant 125 ans plus tard, à utiliser la biologie et la pathologie pour expliquer la victoire de l'homme sur les aliens, dans un espèce de retournement des colons européens vers les Amériques. C'est très bien trouvé, ça reste encore aujourd'hui super original, et ça change du traditionnel tour de force armé, logique avec l'époque de l'auteur où la technologie existante n'aurait clairement pas permis une victoire en ce sens. La version film, pour le coup, est au final peu différente dans les grandes lignes de l'histoire. On parle d'une marche désespérée d'un lieu à l'autre pour la survie, de tripodes géants défonçant tout sur leur passage pour se faire rattraper par un rhume. Ok. Ce qui change drastiquement avec l'adaptation de Spielberg, c'est bel et bien le ton et le côté grandiose de l'œuvre. On passe d'un rapport presque scientifique à un film à grand spectacle, d'un journaliste sur lequel nous n'avons aucune information, pas même le nom, à une famille à protéger, aidée par le côté méga mainstream de Tom Cruise. Et au final, si je sais que le film a été plutôt bien reçu, mis à part sa fin décriée car très abrupte, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu dommage. J'aurais bien aimé un film d'époque qui se déroule pendant le livre pour changer un petit peu. J'avoue, je suis pas la mieux placée pour être dithyrambique sur le film. J'ai du mal avec les gamins qui hurlent pendant 2 heures, et je suis assez hermétique au cinéma de Spielberg. Je trouve que le film a des longueurs, qu'il est parfois à la limite du cartoon dans la réaction des personnages aux événements, notamment dans la scène du tremblement de terre et quand Son Goku part à la guéguerre. Mais cependant, j'apprécie le respect relatif à l'œuvre de Wells. La plupart des éléments y sont, et ce qui a été changé fait sens quand on veut fabriquer un blockbuster hollywoodien à succès. Et au final, pourquoi pas? La famille, la patrie, des explosions, du grand spectacle, la réunification. Ok. Par contre, Dieu qui met les microbes dans son infinie bonté, c'était vraiment pas obligé, il faudrait penser un jour à aller se faire foutre. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo sur War of the Worlds vous aura plu. Pour moi, c'était assez fun à écrire, sachant que voilà, comme je dis, je ne suis pas une énorme fan du cinéma de Spielberg, mais ça reste quand même un grand classique et un des classiques les plus connus de l'histoire de la SF. Donc il était sûr que j'allais en parler à un moment donné, et c'est vrai que je crois n'avoir jamais vraiment parlé de Spielberg
dans mes vidéos, enfin voilà, je cite Jurassic Park de temps en temps, mais j'ai jamais vraiment été plus loin dans son cinéma, donc sans faire une analyse non plus, c'est assez intéressant de revenir dessus, surtout pour un livre aussi, on va dire, aussi fondateur de la science-fiction. Donc c'est plutôt cool à faire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, on se retrouve également sur mes différents réseaux sociaux, Twitter où je suis très active, notamment sur le fandom Good Omens, maintenant vous me connaissez, Instagram où je réponds assez souvent aux messages, Twitch j'ai arrêté et TikTok aussi, mais c'est pas grave, c'est déjà assez. Merci encore une fois à Philippe pour son aide au montage, ça me fait trop plaisir de travailler avec toi parce que tu es toujours comme ça. Et on se dit à bientôt dans l'univers.